La population s'exécute toujours suite à la décision du gouvernement de dégager les espaces publics dans les grandes villes du Bénin. Annoncé en Conseil des ministres depuis 6 mois, le délai de grâce accordé aux occupants des domaines publics a expiré depuis le 31 décembre 2016. Les occupants illégaux des domaines publics doivent libérer l'espace au risque de voir les agents de l'Institut géographique national procéder de force au dégagement des espaces publics et des lieux anarchiquement occupés à compter du 2 janvier 2017. Cette opération de déguerpissement de l'espace public, on en parlait depuis des années. Moi, je suis très content puisqu'on arrive maintenant à voir clair dans les rues. Le déguerpissement des espaces publics est une décision prise par le gouvernement le 15 juin 2016. Cette décision gouvernementale, qui s'étend à d'autres villes du Bénin, est conjointement suivie par les ministères, les préfectures et les mairies. Pour le ministre du Cadre de vie, José Tonato, nos villes sont en perte de vitalité, notre cadre de vie est dégradé et manque d'attractivité. L'occupation anarchique des trottoirs et terre-pleins centraux, l'encombrement de la circulation, la paralysie de la mobilité, l'insalubrité, les risques d'accidents, bref, la laideur de la ville, a-t-il fait savoir. Nous sommes installés sur la terre, c'est-à-dire sur le lieu de l'État. Et nous devons quitter, ce n'est pas notre droit. Le mécontentement, ça doit créer. Mais nous, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Et ça va passer. Après la libération du domaine public, qu'est-ce qui est vraiment prévu pour rendre viable Cotonou? Pour José Tonato, le plan d'aménagement de Cotonou en gestation fera d'elle une ville belle et attractive. Les villes concernées par les opérations de déguerpissement sont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Semekoji, Ouida, Abomey et Bohican. Un besoin urgent en financement menace les progrès enregistrés dans le monde dans la lutte contre le paludisme. C'est la mise en garde faite par l'OMS dans son rapport présenté mardi sur cette maladie responsable de 429 000 morts en 2015. Entre 2010 et 2015, le nombre de nouveaux cas a chuté de 21% et la mortalité de 29%, mais il y en avait toujours 212 millions en 2015, notamment en Afrique subsaharienne, souligne l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport qui doit être présenté à Londres ajoute que l'Afrique subsaharienne supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, avec en 2015 90% des cas de paludisme et 92% de décès. L'OMS constate malgré tout des progrès, en particulier dans l'accès aux soins préventifs et au dépistage en Afrique subsaharienne pour les enfants et femmes enceintes, des populations particulièrement exposées à cette maladie potentiellement mortelle causée par une piqûre de moustiques infectés. L'OMS s'inquiète par ailleurs de la résistance grandissante des moustiques aux traitements et aux insecticides. Selon l'organisation, des cas de résistance à l'artémisinine, le traitement standard, ont par exemple été détectés dans 5 pays de la sous-région du Grand Mékong, au sud-est de l'Asie. Au sol, en toiture ou sur eau, les projets solaires ont fleuri ces dernières années au Japon, pays pauvre en ressources, avec le fort soutien du gouvernement. Des milliers de panneaux solaires posés sur une vaste étendue d'eau, la plus grande centrale solaire flottante du Japon, à 1 heure de Tokyo, est censée refléter les ambitions du pays dans les énergies renouvelables, une étiquette écolo cependant brouillée par la place accordée au charbon. Comme il y a beaucoup de lacs artificiels et réservoirs d'eau pour l'agriculture au Japon, nous avons entrepris depuis 2014 chez Kyocera de développer sur l'eau des méga-projets d'énergie solaire photovoltaïque. À rebours des autres grands pays industrialisés, le Japon finance généreusement les projets des centrales à l'étranger et investit aussi sur son propre territoire avec 47 initiatives programmées selon le groupe européen d'experts indépendants E3G. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un engouement pour les énergies renouvelables et le gouvernement a clairement appuyé sur l'accélérateur. J'ai le sentiment qu'il met un frein à cette politique et concentre ses forces sur la relance du nucléaire et la construction de nouvelles centrales à charbon. Ce sentiment, évoqué par Kimiko Hirata, est confirmé par un rapport publié mi-novembre en marge de la COP22 à Marrakech qui classe le Japon parmi les très mauvais élèves de l'action climatique.
Les écologistes, eux, sont moins optimistes car le Premier ministre Shinzo Abe, outre sa volonté de relancer le nucléaire sans grand succès jusqu'à présent, poursuit une obsession peu compatible avec un monde plus vert, le charbon, même si les firmes nippones ont mis au point des technologies permettant de réduire la pollution.